Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur EncreRelease, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va pas présenter mais on va présenter 2 bouquins, parce qu'on a 2 extensions qui sortent, une pour Call of Cthulhu qui s'appelle Arkham, et l'autre pour Horreur à Arkham qui s'appelle Mystère, Aventure à Arkham. Pourquoi est-ce que je les pense ensemble? Tout simplement parce que vous allez voir, il y a un thème un petit peu sous-jacent qui ressort, évidemment la ville d'Arkham, et du coup, je pense qu'il y a des choses à dire sur les 2 gammes, et un petit peu comment on peut peut-être utiliser l'un pour s'en servir dans l'autre. Donc on va voir ça, en tout cas on va faire la présentation et la critique de chacun des bouquins, puis après en conclusion je vous parlerai un petit peu des 2. Donc vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. En attendant, n'oubliez pas, pour nous soutenir, c'est très simple, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche, et puis vous mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça nous aide à référencer la vidéo pour qu'elle soit plus vue, et donc ça nous soutient énormément. Si vous voulez bien discuter, on a le Discord, si vous voulez nous soutenir financièrement, on a le Tipeee, vous faites ce que vous voulez, évidemment vous êtes les bienvenus, tous les liens sont en description. Allez, on commence, on plonge, et pour commencer, plongeons-nous dans Horreur à Arkham. Alors, Horreur Arkham, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente sous la forme d'un recueil de scénarios qui s'appelle Aventure Mystère à Arkham. Recueil qui est assez fin, vous allez le voir, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même les scénarios importants. On va essayer d'enlever cette lumière qui nous gâche tout. Donc, on a à l'intérieur 3 scénarios. Comme d'habitude, on a un magnifique vernis sélectif sur l'Horreur Arkham, sur le Aventure, sur les icônes d'Horreur Arkham ici, et derrière sur toute la partie centrale. Donc c'est encore un très joli bouquin de la gamme. On le sait, ils font un travail esthétique absolument dingue sur cette gamme. J'aime beaucoup ce qu'ils font au niveau esthétique. J'aime bien l'esprit qu'ils arrivent à en dégager. J'aime beaucoup la licence, évidemment. On va se plonger dedans. Avant toute chose, évidemment, à l'intérieur, vous avez, hop là, je vais vous les montrer, des battle maps. Alors, hop là. Vous en avez une première ici, qui est au musée Miskatonic. Une deuxième ici, hop là, j'enlève le nom pour pas trop vous spoiler. Chup. Vous en avez également une autre ici, qui est également à recto verso, puisque ici, hop là, vous avez une première battle map, et puis au dos, vous avez la magnifique carte d'Arkham, qui était en visuel dans le livre de base, et qu'on retrouve ici pour pouvoir la mettre à table et l'utiliser. Alors, c'est dommage qu'elle n'ait pas été incluse dans le livre de base, parce que pour le coup, elle est utile pour le livre de base. Et surtout, on a l'impression qu'ils ne savaient pas quoi mettre au dos, donc ils ont mis ça. Et on a l'impression que l'image n'est pas trop adaptée, parce qu'en fait, quand on regarde de près, c'est un peu flou, tout n'est pas très clair. Je ne sais pas si je peux vous le montrer pour que ça ressorte, mais voilà, c'est pas aussi détaillé que ça devrait l'être, en fait, en termes d'écriture. Tout bave un petit peu, c'est assez étrange, mais elle est très jolie de loin, en tout cas. Donc ça fait toujours plaisir. Donc on a le matos pour pouvoir faire jouer les scénarios. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Ouvrons ce bouquin. Hop, on va zapper la page où il y a le code du PDF, même s'il a déjà été gagné sur le Discord. Donc, Horreur Arkham pour cet ouvrage. Donc c'est l'ouvrage qu'on attendait depuis un petit moment, puisque pour l'instant on a eu la boîte d'initiation, on a eu le livre de base. Donc on avait 2 scénarios à jouer, un dans la boîte d'initiation et un dans le livre de base. Et là on en a 3 nouveaux. Un premier qui s'appelle le Cauchemar Ophidien, le deuxième qui s'appelle Un dernier pour la route, et le troisième qui s'appelle le Triple Pouvoir. Donc 3 scénarios. Un qui est plus conséquent que les autres. La deuxième enquête, Un dernier pour la route, est un scénario qui va mettre du temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va être assez long, il n'y a pas de problème. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors évidemment, on va spoiler les scénarios pour voir un peu de quoi ça parle. Si vous comptez les jouer en tant que joueur, vous pouvez zapper cette partie, aller voir la conclusion. Mais on va spoiler les scénarios, évidemment. Ça sera aussi le cas pour quelques bricoles sur l'autre bouquin. Donc c'est une vidéo spoiler qui est prête pour les MJ et pas pour les joueurs. Donc faites attention à vous si jamais. Encore une magnifique illustration, évidemment. Bienvenue investigateur, blablabla, recueil d'aventure. On nous parle un peu de ce qu'il va y avoir dans le bouquin, des tons, des thèmes, etc. Et ensuite, on plonge dans le premier scénario. Alors, le Cauchemar Ophidien, le premier scénario, est un scénario qui se base dans le musée Miskatonic. Donc, pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, il y a une nouvelle exposition qui se met en place, une exposition sur l'Amérique du Sud. Et donc l'exposition doit se passer le lendemain, et nous on est le soir, à la nuit tombée de la première exposition, et il y a eu un mort, une personne est retrouvée morte. La police boucle l'enquête assez rapidement, mais nos investigateurs sont appelés à l'aide, parce que ils devaient venir soit aider l'installation, enfin, il y a plusieurs pistes pour pouvoir intégrer l'investigateur. En tout cas, ils vont se retrouver dans ce huis clos, à passer la nuit dans le musée Miskatonic.
avec quelques petites personnes, qui vont être sur place, pas beaucoup, on est vraiment sur un huis clos. Il y a un petit esprit à la Agatha Christie, un petit côté whodunit, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne est décédée, sans trace, extérieure visuellement de blessures ou autre. Donc ils vont mener leur enquête, donc on a un agent de police qui va être sur place, on va avoir une étudiante qui va être sur place, on va avoir évidemment le conservateur du musée avec qui on va discuter. On va explorer les différents, lieux et les différents endroits du musée Miskatonic, pour essayer de tirer tout ça au clair. Alors, le scénar, pour spoiler complètement tout ce qui se passe, en réalité, est venu, dans les collines d'Amérique du Sud, un serpent qui en fait a son âme qui est enfermé, il est mort, mais du coup il est enfermé dans le squelette qui le maintient. Et du coup, même s'il ne peut pas bouger, et cetera, il peut quand même mordre les gens à proximité. Il n'est mort pas physiquement, il est mort, psychiquement, donc il va, directement planter ses crocs dans le cœur des personnes et les empoisonner. À ça, on ajoute donc, Béatrice, qui est cette personne, avec cette illustration est absolument sublime, on est d'accord, qui est pour le coup, une descendante de Yig, donc le dieu serpent, et qui est venue récupérer l'âme de ce serpent. Et donc elle mène son enquête de son côté. Les investigateurs vont la croiser, ce qui est très drôle, ce qui se fait passer pour une étudiante. Donc ils risquent de lui parler plusieurs fois avant de se rendre compte qu'en fait elle est étrange et que personne ne sait ce qu'elle fait là en réalité. Mais s'ils posent pas les bonnes questions, bah, ils peuvent mettre beaucoup de temps à s'en rendre compte. Et donc du coup à la fin, évidemment, on est sur Horror Arkham, donc il y aura un affrontement. Nous avons donc ici, les caractéristiques de Béatrice Almeida, des hordes de serpents qu'elle peut invoquer, de l'esprit serpent évidemment. Et donc voilà pour un premier scénario qui est pas extraordinaire, qui va vous tenir 2 sessions, mais qui est plutôt sympa, qui permet à vos joueurs de mettre un pied dans l'université de Miskatonic et de se faire des relations, d'installer des PNJ qui peuvent devenir récurrents. Bref, ça fait le taf, c'est plutôt agréable. On arrive ensuite sur le deuxième scénario qui est le plus long, et qui pour le coup mérite peut-être l'achat, à lui tout seul du bouquin, qui s'appelle Un dernier pour la route. Un dernier pour la route, comment ça se passe? Eh bien, vos investigateurs, vos joueurs, vont être invités à venir boire un petit coup dans le Roadhouse Hibbs, enfin le Hibbs Roadhouse, pardon, par Tommy. Tommy qui est un ami d'un des investigateurs, peu importe lequel, et qui va malheureusement, après avoir bu un verre de trop, se retrouver dans le coma. Alors, c'est assez étrange qu'il tombe dans le coma, puisqu'il commence à avoir une espèce de liquide noirâtre qui coule le long des lèvres. Et puis, ils vont aller examiner leurs camarades à l'hôpital, puis se rendre compte que, à l'hôpital Sainte-Marie, bah, en fait, il y a plusieurs personnes qui sont dans le coma, qui ont été renvoyées chez eux. Donc évidemment, ils vont aller se balader dans Arkham, pour aller voir les différentes victimes, qui sont dans le coma, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quels peuvent être les liens. Ils vont vite se rendre compte que, en dehors de plusieurs péripéties plutôt cool, en fait, ils sont tous liés à l'alcool qui a été bu. Alcool qui est tenu évidemment par, la famille Sheldon, notamment Sarah Sheldon. Sarah Sheldon qui est la personne qui s'occupe, de la mafia Sheldon pendant l'absence des cadres qui sont partis, à Chicago. Mais du coup, on a une famille Sheldon qui est assez affaiblie et on a un problème avec l'alcool, donc ce qui embête Sarah Sheldon, hein, parce que ce n'est pas elle qui est derrière tout ça, évidemment. Et du coup, on va continuer notre enquête et on va aller, chercher les bouilleurs de cru, donc ceux qui font l'alcool, en fait. Et on va se rendre compte, quand ils vont être sur place après avoir, combattu les personnes, que dans le puits, il y avait une pierre, une sorte d'artefact qui contaminait l'eau qui était utilisée pour fabriquer l'alcool, pour distiller l'alcool et donc qui empoisonnait les gens et qui leur volait leur force vitale. Bon, très bien, et on arrive sur les conséquences, première partie. On aurait fini un scénario standard en 2 sessions à peu près, qui se tient bien, une enquête avec pas trop de surnaturel pour le coup, ça change un petit peu. Une vraie petite enquête, où on va essayer de tisser des liens, faire des relations entre les choses et cetera, qui marche plutôt bien. Et puis après on reprend une semaine plus tard et on a Tommy qui est toujours, qui nous invite au bar, à la guinguette de Hibbs, il va mieux, il s'est récupéré, il nous présente sa nouvelle petite amie qui est Sarah Sheldon évidemment. Sarah Sheldon qui a un petit souci parce que, elle a envoyé, 2 de ses hommes de main pour, elle a récupéré ceux qui avaient commencé à produire cet alcool frelaté et qui fonctionnait mal et ces personnes ne reviennent pas et donc du coup elle nous demande, parce qu'elle est toujours affaiblie, il lui reste encore quelques jours avant que les forces des Sheldon rentrent de Chicago et elle nous demande, enfin elle demande à vos joueurs d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Elle est prête à les payer, il y a pas de souci et comme c'est toujours bien d'être, en bon accord avec la famille Sheldon, les joueurs vont évidemment accepter et vont partir à la Cambrousse. Ils vont arriver dans un village très Lovecraftien où, bah, on n'a pas trop envie d'eux, hein, personne ne leur parle. Il y a une église assez étrange qui est fermée pour travaux
Mais en même temps, quand on regarde, en fait, ça fait des années et des années que cette pancarte est là, donc les travaux devraient être terminés. Mais l'église est toujours marquée en travaux. Donc, on va continuer à enquêter dans cette petite ville, puis au bout d'un moment, à force d'enquêter sur les quelques personnes, pas très nombreuses, 3 qui veulent bien nous adresser la parole, on va vite se rendre compte qu'on embête un peu les gens et le shérif va se pointer en nous disant clairement: «Soit vous dégagez de ma ville, soit ça va mal se finir». Bon, une petite ville très accueillante dans le pur style Lovecraftien, on n'aime pas les étrangers, les machins et cetera, hein, une ville absolument détestable. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nos investigateurs, ils vont quand même essayer de voir ce qui se passe. Au final, il y a un culte secret dans cette ville et on va finir par affronter, un Migo. Voilà, donc on est sur, un truc qui finit de manière pulp, mais avec une vraie phase d'investigation avant qui est vraiment très, très chouette. Ce scénario est plutôt cool. Alors c'est pareil, hein, il est très classique, en même temps on n'attend pas autre chose, hein, d'Horror Arkham. On n'attend pas à ce qu'il révolutionne le genre et à ce qu'il fasse, des choses qu'on ne lui demande pas de faire. On est, sur, un jeu qui se veut pulp, un jeu qui se veut avec de l'enquête, des sectes, des créatures. On a exactement tout ce dont on a besoin et ce scénario, il doit faire, environ 3 ou 4 séances facilement. Et ensuite pour terminer, nous avons le triple pouvoir. Un scénario où, on va acheter la Gazette d'Arkham au début de l'enquête avec, les joueurs vont acheter la Gazette d'Arkham. Il se passe plusieurs choses différentes. Ils vont mener 3 enquêtes, de front qui vont les amener à 3 sorciers qui, en fait, sont manipulés par, évidemment, un méchant de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va réutiliser les, maps qui sont dans la boîte d'initiation. Donc si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas les battle maps. Donc ils en ont fourni quand même un exemplaire à, photocopier ou faire ce que vous voulez avec. Mais sinon, vous pouvez évidemment prendre celles qui sont dans la boîte d'initiation, elles feront très bien l'affaire. On va croiser évidemment d'autres personnages, hein, on parle de la Gazette d'Arkham, donc on va croiser Rex Murphy, notre journaliste préféré dans l'univers d'Arkham. Et puis, on va aller affronter, tout simplement le, grand méchant à la fin. Donc voilà à peu près, tout ce qu'on peut, en tirer de ce Horreur à Arkham et notamment de, ces 3 scénarios sont plutôt chouettes, mais ça fait un peu court quand même. Ça fait un peu court, on en attendait plus. C'est un livre qui coûte 40 € pour 3 scénarios. On est sur une bonne moyenne, même s'ils sont plutôt courts, hormis, le deuxième scénario qui est pour le coup plus développé et plus long. Mais en tout cas, ils font bien le boulot et ils sont plutôt chouettes. Allez, on passe à la critique et après on passera à Arkham et je vous en dirai ce que j'en pense. Donc du coup, cette extension pour Arkham, ce recueil de scénarios pour Arkham, qu'est-ce que j'en ai pensé? Les scénarios sont plutôt cool, mais on est quand même sur une suite de gamme qui va pas très, 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 très loin. Les scénarios sont chouettes, mais il y a 3 scénarios, donc en termes de séance de jeu, même si on a un scénario qui est plus long, on est un peu sur notre fin. Je veux dire, on a quand même pas eu beaucoup de choses à jouer depuis le début de la gamme. On attend évidemment la grande campagne qui va sortir. Après, il va y avoir une extension sur Kingsmouth, et la Contrée des Rêves, donc voilà. On attend la suite avec impatience. Mais c'est vrai que, moi je pense aussi alors ceux qui sont fans du jeu de cartes et du jeu de société, ils ont une vraie vision globale d'Arkham avec beaucoup de PNJ et cetera. Mais ceux qui utilisent uniquement Horror Arkham, le jeu de rôle, ils c'est pas dans ce bouquin qu'ils vont avoir beaucoup de matière pour faire vivre la ville et pour pouvoir créer leurs propres histoires. Parce qu'au final, on manque un petit peu de fond, hein. Dans le livre de base, il y a beaucoup de mécaniques, il y a quelques PNJ, mais on manque un petit peu de fond quand même sur la ville d'Arkham, qui est quand même l'élément central d'Horreur Arkham. Et c'est pour ça, qu'on va parler du deuxième bouquin qui n'est pas pour Horror Arkham, mais pour Call of Cthulhu. Vous allez voir qu'il y a peut-être moyen de faire des liens entre les 2 pour pouvoir l'utiliser. En tout cas, ce bouquin, écoutez, de toute façon, si vous suivez la gamme, c'est un indispensable puisque vous avez que ça à acheter, de toute façon, vous avez que ça à jouer sur la gamme Horror Arkham. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que les scénars valent le coup? Bof, c'est des scénars qui sont plutôt cool, si vous les faites pas dans votre vie, ça va pas changer votre vie non plus. Il y a pas un scénar où on se dit: «Waouh, ce truc-là, il faut absolument le jouer, il est incroyable». Non, le deuxième scénario qui est plus long est plutôt cool, mais c'est pas non plus, un truc extrêmement bien écrit et extrêmement incroyable, voilà. Donc c'est pas le bouquin qui va révolutionner le truc. Horror Arkham est pas là pour ça de toute façon, on voit très bien que c'est un jeu qui est pas fait pour révolutionner quoi que ce soit, mais pour installer, un Call of Cthulhu pulp, dans l'univers d'Horror Arkham qui est un peu différent de celui Call of Cthulhu évidemment, avec des personnages qui sont assez forts et cetera. Mais pour l'instant, c'est très distillé et on a un peu de mal à attraper une globalité, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, on va se projeter maintenant sur la lecture de Arkham pour Call of Cthulhu. Là, on est sur un pavé qui est bien, bien, bien plus important, et celui-ci, vous allez voir, si on veut du fond et de la matière, il y a ce qu'il faut.
Alors, Arkham pour Call of Cthulhu, le retour du roi, c'est parti. On a une magnifique illustration de Loïc Musy pour la couverture, évidemment. L'appel de Cthulhu, Arkham, et oui, on retourne encore à Arkham, hein, c'est pas le premier supplément sur Arkham pour Call of Cthulhu. Évidemment, ici, on est sur la gamme Edge de Call of Cthulhu, donc pas de vernis sélectif, rien du tout, une couverture brillante, qui fait mal à la lumière, évidemment. Et là, on se rend compte que on a un joli sosie de Jean Dujardin. Et c'est parti, on se plonge dans le bouquin. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a, parce qu'on a un petit peu de matos quand même en dehors du bouquin lui-même. Nous avons, hop là, un magnifique plan des alentours d'Arkham. Hop là. Au dos de ce magnifique plan des alentours d'Arkham, nous avons un magnifique plan des rues d'Arkham, avec sur le côté ici et ici, par quartier, tout ce qu'on peut y trouver, hein, station de pompage, agence de crédit, etc., etc. Vous allez voir, on est sur un annuaire extrêmement précis et complet d'Arkham. Ensuite, nous avons une deuxième carte qui est choupla. Booksmass, donc on va placer Boston, on va placer toutes les villes du secteur. Et au dos de ça, nous avons également un autre plan des rues d'Arkham. Donc plutôt chouette, vraiment très très cool, avec les petites pubs qui vont bien en bas. À table, ça fait son effet, ça permet de tout placer. Ensuite, nous avons deux petits bulletins de l'Arkham Advertiser. Hop là, je vous place les deux, puisqu'en fait, nous avons des publicités sur le deuxième et sur le premier, nous avons l'Arkham Advertiser de base. Hop là, je vais vous le montrer en facecam peut-être. Hop là, il est ici. Donc vous voyez, ça prend de la place, c'est plutôt cool. Par contre, un truc qui me gêne, voilà. C'est joli ça, hein. C'est en anglais, quoi. Vous pouvez pas le traduire, sérieusement? Parce que là, pour le coup, ça fait chier, hein. Vraiment. Le fait qu'il soit pas traduit, hop là, j'ai viré ce petit cap qui traîne. Le fait qu'il soit pas traduit, sincèrement, c'est vraiment ultra dommage. Parce que là, pour le coup, sur une table de jeu standard, c'est inutilisable. On va pas demander aux joueurs de traduire, machin, la volée, enfin. Ça, enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, quoi. Et au pire, s'ils pouvaient pas le traduire parce que maquette compliquée ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas pour quelle raison, il y avait peut-être d'autres choses à mettre. En tout cas, hop là, on évite le code PDF, évidemment, parce que celui-ci n'a pas encore été gagné sur le Discord, ça viendra. Donc, le bouquin Arkham, en dehors de ce petit écueil sur l'Arkham Advertiser qui n'est pas traduit, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente comme un bouquin qui se veut être la suite d'un livre des années 90 qui se basait sur Arkham et qu'est-ce que c'était et comment c'était mis en place, etc. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, quel personnage on trouvait, quel lieu il y avait. Et donc on va reprendre là-dessus, tout simplement. Donc on commence avec alors, les illustrations, évidemment. Vous allez voir, il y en a énormément qui sont très très bonnes en termes d'ambiance et tout. Il y en a 2-3 où c'est un peu cool, compliqué, mais ça reste quand même une très très belle maquette. On sait ce que fait Edge avec Chaosium, en l'occurrence avec Call of Cthulhu. Donc ça marche plutôt très très bien. C'est un bouquin qui est extrêmement dense, vous allez le voir. On va le survoler puisqu'on va le lire, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de matière et beaucoup de contenu. C'est un bouquin qui est extrêmement compliqué à lire si on veut le lire d'une traite comme ça. Il n'est pas fait pour ça. C'est même extrêmement pénible à lire si on veut le lire comme ça. Par contre, si on veut faire vivre la ville d'Arkham et qu'on veut plonger nos joueurs dedans pour faire une campagne sur le long cours, on a tout ce qu'il faut. Vous allez voir, c'est une bible, tout simplement. Un annuaire, une bible, appelez ça comme vous voulez. On commence avec où se trouve Arkham, la géographie, comment ça a été fondé, notamment la relation avec les habitants qui étaient là avant que les colons débarquent, évidemment. Ce qui s'est passé au 19e siècle, ce qui s'est passé au 20e siècle. Donc on va voir la progression d'Arkham, notamment la partie pirate. Évidemment, on va parler de Salem, on va parler des sorcières. On va parler des météorites qui tombent du ciel, etc. On va voir ensuite un encart sur les années 20, comment ça se passe. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Horreur Arkham, on est sur un truc très pulp, très machin. Là, on est sur Call of Cthulhu, on déconne pas. Au bout d'un moment, on est, si vous voulez faire de la simulation avec Call of Cthulhu, vous pouvez le faire. On a le climat, l'administration municipale d'Arkham, les heures d'ouverture usuelles des différents services, les fêtes municipales de la ville, comment fonctionne la loi et l'ordre, les condamnations, les armes à feu, qu'est-ce qu'on a le droit de porter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de porter, dans quel contexte, etc. etc. Quand je vous dis qu'il y a des dessins qui font tâche,
Celui-ci paraît très, très bien, puis quand on regarde un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il a dans la main qui est énorme là? Ça a pas beaucoup de sens. Voilà, j'ai quelques doutes sur quelques illustrations, c'est un petit peu dommage. On a plein de petits plans, on a les distances de voyage dans la région de Miskatonic si on veut se rendre je ne sais pas où, avec les distances en miles et en kilomètres suivant comment on veut être. Plein de petites pubs qui n'ont pas été traduites non plus, c'est dommage! Ça c'est dommage, ça c'est des aides de jeu qui sont très, très cool à table, qui mettent de l'ambiance. Un petit peu dommage. Les crimes avec le crime organisé, évidemment le Club O'Banion qui tient, les transports du trèfle, hein, Club O'Banion qu'on retrouve dans Horror Arkham évidemment. Horror Arkham s'appuie énormément sur ce qui a été fait sur Call of Cthulhu, il y a un partenariat entre les 2. Donc c'est pour ça qu'on peut retranscrire, si on a envie de donner vie à la ville d'Arkham, de Horror Arkham, on peut se servir de ce bouquin, c'est pour ça que je présente les 2 en même temps. Même si celui-ci il est taillé pour Call of Cthulhu, il va très loin dans le détail, très loin dans la simulation de vie. Vous allez voir. Ensuite, nous avons une vue d'ensemble de la vallée Miskatonic avec les différentes villes et différents secteurs, Ipswich, Innsmouth, Kingsport, Newburyport, et cetera, et cetera. Vous connaissez Boston, Bolton et tout ça. Investigateur à Arkham, qu'est-ce que c'est que cette partie? Tout simplement, si on veut jouer des personnes qui viennent d'Arkham, et du coup, on va avoir, on va choisir une personne importante, on va la tirer au dé. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Les lieux significatifs, où est-ce qu'on vit? Le bagage d'expérience, parce que du coup, on nous explique que si on vient d'Arkham, on peut quand même avoir un bagage militaire et être parti à la guerre, et cetera. Où va être le domicile, quelle va être notre profession, et cetera. Ensuite, il nous propose des nouvelles compétences, parce qu'on n'a jamais assez de compétences dans Call of Cthulhu, évidemment, il n'y en a que 97, donc il faudrait quand même arriver à 100. Donc on ajoute orientation Arkham, qui va remplacer la valeur orientation si jamais on joue uniquement à Arkham, ou alors qui va s'ajouter si jamais on veut jouer plusieurs éléments. En gros, si on est né à Arkham, elle commence à 40, et on peut l'augmenter au fur et à mesure, etc. Idem pour l'histoire d'Arkham, qui remplace ou qui a une sous-spécificité de la compétence histoire. Et enfin, une nouvelle compétence aussi qui est rassurer, qui permet de soigner un petit peu de santé mentale. On sait que c'est toujours assez difficile, la santé mentale pour, hop là, on va essayer de faire un point. Pour gérer la santé mentale, là on a un petit moyen de faire en sorte d'en perdre un petit peu, enfin d'en redonner un petit peu. Et un aspect religion également. Rien d'extraordinaire. Après, on nous parle d'améliorer les compétences. Ça, évidemment, vu qu'on va se baser sur une ville qui a beaucoup de services, ça va être intéressant. On nous explique qu'on peut améliorer ses compétences à l'école de danse, à l'école pour femmes modernes de Miss Christiane, au foyer de la fanfare de Marching Miss Guys, les comédiens de l'université, évidemment, le club de tir d'Arkham, etc., etc. Donc, on a pas mal de choses pour pouvoir gagner de l'expérience et remonter en compétences pendant les entre-scénarios, ce qui est toujours plutôt cool. Une nouvelle règle optionnelle également qui est la règle de réputation, où en gros quand un joueur va faire un acte bon ou mauvais devant du public, il va faire un jet de chance à la fin du scénar. Si le jet de chance est réussi, l'acte va être pris en compte par le public. En gros, c'est un acte maléfique, on va descendre d'un cran, on va passer de respectable là où tout le monde commence à méprisable. Et si c'est un acte qui est plutôt un acte bénéfique, on a sauvé quelqu'un, on a aidé des gens, on va passer à distinguer, etc. Être méprisable, distingué, renommé ou infâme, ça va évidemment faire en sorte que si jamais on doit interagir avec quelqu'un et qu'il a une mauvaise image de nous, on va avoir un malus ou un bonus. Mais par exemple, si on est méprisable, on peut avoir un malus si on va parler à certaines personnes, mais un bonus si on va parler à d'autres, hein. Si on va aller négocier avec les O'Banion, évidemment que si on est méprisable, il y aura peut-être plus de chances à nous causer. Voilà. Ensuite, nous avons une liste des clubs et sociétés, organisations. Donc on a toutes les sociétés d'Arkham, la loge maçonnique, le club italien, le Rotary Club, etc., etc. C'est extrêmement complet, les clubs universitaires, les organisations religieuses. On a absolument tout, ce dont on a besoin. Ensuite, nous arrivons sur le chapitre 3 qui s'appelle Florilège d'Arkham. Et donc là, on va rentrer dans le cœur du détail, comment on se déplace, comment on se loge, le prix des chambres suivant le type de logement qu'on veut, comment on peut trouver un emploi, trouver des experts pour obtenir de l'aide si jamais les joueurs ont besoin d'aide médicale, technique, intellectuelle ou autre, hein, médicale pour se soigner, faire soigner quelqu'un, et cetera. Technique, par exemple, si on a besoin d'un forgeron, si on a besoin de quelqu'un qui nous fait les déguisements, si on a besoin d'un serrurier, et cetera. Et aide intellectuelle, on a évidemment l'université de Miskatonic qui va nous permettre d'avoir notre lot évidemment de techniciens et enfin de techniciens, de scientifiques et de chercheurs et d'intellectuels qui nous permettent de prendre la relève si nos personnages n'ont pas les bonnes compétences évidemment. De l'aide religieuse, aide de la rue si jamais on cherche, hein, il y a des barbiers, il y a des bains publics, il y a des speakeasies, il y a des blanchisseries, et cetera. Armes pour investigateurs, où est-ce qu'ils peuvent trouver des armes évidemment, les armes légales et les armes illégales. La filière militaire pour trouver des armes et ensuite on nous parle de Pulp Arkham si jamais on veut adapter ce contenu à Pulp Arkham, Arkham Pulp ou Cthulhu Pulp, pardon. Et bien vous allez voir que sur chacun des PNJ, il y a un petit encart pour adapter les compétences et les caractéristiques à Cthulhu Pulp, tout simplement.
Ensuite, nous arrivons sur un système de rumeurs et dragons, donc des rumeurs qui sont dignes d'Arkham et des rumeurs plus générales qui s'appuient sur des faits divers de l'époque, qui ne sont pas forcément liés à Arkham, mais qui pourront toujours être des pistes de scénario ou des fausses pistes, etc. Donc on a 60 rumeurs sur Arkham, hein. L'église de Bethesda est fermée depuis des années, des choses terribles ont eu lieu ici, comme des messes noires. Voilà. On est sur ce genre de rumeurs. La table B sont les rumeurs générales. Donc on en a une vingtaine de mémoire, c'est ça. Ensuite, nous avons évidemment un passage sur le sabbat d'Arkham, donc l'organisation qui est liée à Nyarlathotep qui a lieu à Arkham, et donc qui est contrôlée par Keziah Mason, pardon, qui est donc les connaisseurs de Lovecraft connaissent très bien ce personnage, et c'est un personnage qui est immortel puisqu'il est là depuis très longtemps. Et ensuite, nous avons les 13 membres du sabbat d'Arkham avec ce qu'ils font, pourquoi leur caractère, toutes leurs petites caractéristiques, etc. Hop là. Donc tout ça, c'est la base du bouquin. Et puis ensuite, on arrive au cœur, qui est le guide d'Arkham. Et là, on va rentrer dans le détail. Donc on a les différents quartiers qui sont numérotés avec des tranches de numéros. Donc de 100 à 199, on est dans le Northside. De 200 à 299, on est dans Downtown, Easttown, le Merchant District, Rivertown, etc., etc. On a le grand plan d'Arkham pour nous aider. On aura plein de petits plans, vous allez voir, qui sont plutôt sympas. On nous explique qu'on détaille pas tout, hein, puis il n'y a pas toutes les rues, toutes les ruelles, toutes les petites cours, tous les machins, parce que tout ça, ça reste à la portée du MJ pour pouvoir animer ces scénarios qui ne soient pas bloqués dans un carcan non plus. Les personnages d'Arkham. Ensuite, nous avons les logements, nous avons les maisons de retraite, les cimetières, les bars clandestins, etc. etc. Donc tout l'annuaire d'Arkham, vous cherchez un service, je veux un bar-restaurant, boum, on a cela. Je veux des services particuliers, genre un tatoueur, boum, on a un tatouage sans douleur qui est juste ici. On a un salon de coiffure, on a un barbier, on a des bains publics, on a une entreprise de travaux publics, on a un taxidermiste, on a une école de comptabilité, enfin voilà, on a absolument tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est un très très bel annuaire. Si les joueurs cherchent quelque chose, ils le trouveront forcément ici. Plutôt cool. Et ensuite, on va pas détailler les quartiers un par un parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière, mais en gros, pour chaque quartier, on va avoir un magnifique plan du quartier. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir en carte, par exemple, c'est très très cool. Et ensuite, nous avons tous les éléments un peu importants. Donc la liste est ici avec les numéros qui nous ramènent où c'est sur la petite carte. Et en plus, ça va être détaillé là, hein. Donc on a la station de pompage, on a le Potter's Field, on a donc les égouts d'Arkham avec un petit plan pour nous détailler comment fonctionne le système d'égouts d'Arkham, toujours très plaisant. Les personnages importants évidemment, donc là on parlait du cimetière, donc on a évidemment les 2 fossoyeurs. Ensuite on arrive sur la résidence Bartholomew Apley-Ford, avec Bartholomew Apley-Ford qui est juste ici, avec les titres, etc. De temps en temps, très souvent, on a un petit encart singularité qui nous donne une petite piste de scénar, un petit truc louche qui se passe dans le coin. Alors évidemment, il ne faut pas l'appliquer à chaque fois, parce que sinon ça fait d'Arkham une espèce de cours des miracles qui serait très propice à Horror Arkham, mais qui n'est pas trop dans l'esprit Call of Cthulhu. Mais du coup, on peut s'appuyer dessus si on veut développer des petites idées de scénar, etc. Donc il y en a pour quasiment toutes les entrées, hein. Vous voyez la singularité de la pension Folger. Certains autres ont fait part d'étranges rêves cauchemardesques qui les auraient visités en ces lieux. D'aucuns déclarent avoir rêvé que Payne, maîtresse d'antan, les appelait. D'autres décrivent un homme cornu et terrifiant, tapis au pied de leur lit. Quelques-uns sont convaincus que si malédiction il y a, elle n'est pas à chercher dans les mauvais rêves empreints de bizarrerie, mais bien dans la prépondérance des parasites et autres nuisibles tapis eux aussi derrière les cloisons, sous les plafonds et dans les literies. Hop là, ça c'est une idée de scénar qui peut être très cool. Et donc on a ça pour quasiment tous les trucs, la résidence gardienne, avec les personnages notables qu'on retrouve toujours en arrière, avec leur illustration, leur carac, leur description, leurs traits, leurs compétences, leur langue, boum. Pareil pour lui. Donc on a ça pour tout le monde, d'accord? Donc quand je vous dis que quelque chose que j'aurais bien aimé, par exemple, plutôt que d'avoir ça en anglais, qui est très très peu utile, remplacez-moi ça, faites-moi juste donnez-moi juste les photos avec les noms des mecs, que je puisse les poser à table, qu'ils aient un peu une tronche quand je les pose à table. Ça aurait été bien. Un petit trombinoscope, ça aurait été super sympa, sérieusement. Dommage. Donc on continue, voilà, on a tout ça, et ça va se répéter ad vitam aeternam jusqu'à la fin du bouquin sur chacun des quartiers. Donc vous voyez, c'est très très dense. Très très dense. On a le musée de cire. Ensuite, on commence ici le 2e quartier, donc Downtown. Donc vous voyez que le premier quartier, il fait déjà un sacré paquet. Et toujours le même principe avec Downtown, on a la map du quartier avec tous les points d'intérêt, l'orientation évidemment, les distances. Et après on a tout ça, donc on a évidemment l'arrêt de bus pour la Innsmouth, on a un psychiatre qui habite dans le coin, un détective privé. Ensuite on a quelques plans d'endroits qui sont importants à Arkham et que les joueurs vont être amenés à visiter, notamment l'asile
psychiatrique Pickering, le Rotary Club, l'église méthodiste, le café-restaurant de l'abeille. Voilà, on a tout ça. Alors quand je vous dis que c'est imbuvable à lire, c'est parce que si on veut lire ça d'une traite, bon, en fait, on a l'impression de lire la description d'une ville et en fait, bah, c'est un peu chiant. En dehors des singularités qui sont peut-être un petit peu cool et de quelques petites histoires parallèles comme ça qu'on arrive à deviner en filigrane, ouais, c'est assez chiant, quoi. Par contre, pour faire vivre une partie, pour installer un climat, pour faire en sorte qu'il y ait de la vie partout, c'est ultra, ultra, ultra intéressant, vraiment. Vos joueurs ont besoin de telle personne ou telle personne. Habituellement, vous allez chercher, des noms au pif, vous avez une liste, voire des génériques de films et vous allez prendre des noms au hasard en disant: «Ah bah lui, tiens, il est serrurier». Bah là, en fait, non, bah là, vous avez un serrurier, en fait. Il s'appelle comme ça, il a telle vie, il habite à tel endroit, il fait tel truc et puis il y a tel truc louche chez lui, machin et cetera. Donc vraiment, c'est ultra complet. Est-ce que c'est trop complet? J'en sais rien, mais c'est ultra complet. Genre lui, il est extrêmement intéressant, le Jin Liu là, qui est un chinois, traditionnel qui fait du tatouage. En fait, c'est un mec déguisé, en fait, c'est un vieux pirate déguisé et ça, les joueurs, ils peuvent le découvrir au fur et à mesure, alors que ce mec-là, il le côtoie depuis 3, 4, 5 scénars, par exemple, et qui est là en tant que tatoueur et qui a rien à voir dans l'histoire. Je trouve ça très, très cool. Donc voilà, on a pas mal de petites histoires, pas mal de débuts de pistes de scénario. On a de quoi faire jouer pas mal de choses. Évidemment, il y aura des créatures, donc le monstre innommable qui habite dans la demeure innommable. Évidemment, on a les docs qui nous expliquent quel doc appartient à qui, sur quel truc. Tout est très complet, les illustrations sont fabuleuses. On a des illustrations de personnages qui, je trouve, fonctionnent très bien. On a un caractère qui en ressort. Daniel Bagnon est terrifiant de froideur, je trouve. On a l'organigramme de la mafia, je serais très cool. Le transport du trèfle avec la petite icône. Boum. On a plein de trucs ultra sympas. Pour les fans d'Arkham, ça fait plaisir. On a les musiques populaires de l'époque. Voilà, on a de quoi faire. On a un vrai supplément extrêmement dense. On parle d'un supplément qui fait 250 pages, je crois, quelque chose comme ça. Hop là, on va aller voir. Donc un supplément qui fait 260 pages. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, parce qu'on va pas tout détailler non plus, on a pas mal de choses. Donc peut-être après, on va sortir d'Arkham, hein, puisqu'on va aller voir quand même qu'il y a un petit peu à l'extérieur d'Arkham, hein. Comme vous avez pu l'entreapercevoir quand je l'ai feuilleté, hop là. On va aller voir, la lande foudroyée, on va aller voir, le manoir, Crowninshield, donc tous ces endroits qui parlent évidemment aux fans de Lovecraft, on va pouvoir y aller. Et enfin, on arrive sur le chapitre 5 qui est appendice, et là on va retrouver du coup, les noms propres d'Arkham, parce que Arkham est une petite ville au final, donc si on vient pas de l'extérieur, on aura forcément un de ces noms-là, donc on peut le tirer au dé, mais pareil quand on va créer des PNJ, autres que ceux qu'il y a dans le bouquin, déjà faut avoir envie, mais en plus on pourra les créer avec les noms qui sont en lien avec la ville d'Arkham, que c'est pas une grande ville. Ensuite on a une chronologie Lovecraftienne, puisque ils sont partis du principe que ce bouquin se passait en 1922, ce qui permet d'avoir tous les écrits de Lovecraft qui arrivent après, plutôt que l'ancienne version d'Arkham, qui était sortie dans les années 90, qui se basait lui en 1928. Là, on aura encore en vie le professeur Armitage, tout ça. Ça permet de s'ancrer un petit peu plus dans les écrits de Lovecraft. Et donc là, on a toute la chronologie Lovecraftienne, tout ce qui va se passer de 1143 à 1929, je crois, quelque chose comme ça. 35 carrément, ça va encore plus loin que ça. OK. Ensuite, nous avons les appendices B, table des conditions météorologiques. On nous rappelle un petit peu tous les trucs qu'on a déjà croisés, le table des réputations, les rites du sabbat, à quelle date ils sont, à quel lieu, les hôtels d'Arkham avec les prix, et cetera. Donc ça, c'est très cool, on n'a pas cherché pendant des heures. Pareil pour le truc des distances, on peut se garder sous la main. Ensuite, on a des PNJ génériques si jamais il y en a besoin, hein, des barman, des bibliothécaires, des criminels de la tâche, des mafieux. Des policiers, des garçons, des mécaniciens, etc. En veux-tu, en voilà. Ensuite, la biographie des deux auteurs, donc celui Mike Mason qui a écrit ce bouquin et Kees Herbert qui avait écrit le premier bouquin dans les années 90 et qui est maintenant malheureusement décédé. Et ensuite, nous avons un index avec tout, hein. Par exemple, je cherche, je sais pas moi, je cherche Dagon par exemple. Hop, Dagon, ordre ésotérique de Dagon, page 77. Je vais à la page 77 et je vais tomber sur des membres de l'ordre ésotérique de Dagon, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fonctionne très très bien et le bouquin, si vous aimez Arkham et que vous avez envie de vous plonger dedans, il est indispensable. Et à la fin, on retrouve évidemment un résumé des cartes qu'on a déjà et une fiche de personnage pour jouer à Arkham dans les années 20. Voilà. Allez, on passe à la critique. Alors le supplément Arkham pour Call of Cthulhu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien ça faisait un moment que je voulais un supplément Call of Cthulhu digne de ce nom. Le dernier en date, c'était un recueil de scénarios qui est déjà paru bien avant. Ça commence à devenir un petit peu lourd d'avoir aussi peu de matière. Et là, donc, on a ce bouquin qui sort. Alors, évidemment, il y a déjà eu des extensions sur Arkham. Évidemment, on est encore à Arkham.
Moi j'aime beaucoup Arkham, j'aime beaucoup y installer mes joueurs. Je trouve que c'est une ville où tout le monde a un petit peu l'ambiance, tout le monde sait un peu à quoi ça ressemble, tout le monde a des petits repères dans cette ville. Et là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de massif, d'extrêmement poussé, d'extrêmement instruit. Le souci qu'on a, bah, c'est que c'est quelque chose qui est difficilement lisible en tant que tel. Il n'est pas fait pour. Il est fait pour aller piocher des choses et pour installer des choses très concrètes. C'est un boulot colossal qui a été fourni, sincèrement. Il y a 80 PNJ, plus de 200 lieux, il y a une histoire, il y a une culture de la ville, il y a pas mal de choses qui sont installées, tout en laissant assez d'espace pour le MJ pour installer ses propres choses. Et ça, c'est très très fort. Alors après, on n'a pas de scénar qui est lié, mais en même temps, des scénars pour Call of Cthulhu, il y en a des centaines, de centaines, de centaines, hein, que ce soit les trucs qui ont été écrits, qui sont toujours possibles d'adapter, que ce soit les trucs qui datent des années 80 ou des 90 ou 2000, ou les trucs qui ont été écrits par des fans qui sont pour certains absolument géniaux. On a de la matière en termes de scénario. Il nous manque peut-être une grosse campagne Call of Cthulhu qui serait bien qu'elle arrive de nouveau. On sait que les masques vont revenir, et bon, c'est pas les masques qui nous font une campagne où on va pouvoir jouer nos personnages avec leur background, avec leur histoire. Et c'est un peu ce qui manque à Call of Cthulhu, je veux dire. Dans les masques de Nyarlathotep, notre personnage, même s'il est attaché, qu'il a une famille, etc., bah, au bout d'un moment, il va voyager dans le monde pendant je ne sais combien de temps. Donc, bah, évidemment, son background, il aura moins d'impact sur le personnage. Là, on peut installer les joueurs Arkham et on peut leur laisser vivre leur petite vie dans Arkham, à créer des relations, créer des contacts, s'installer dans la ville, et puis la ville va prendre forme. Et pour le coup, c'est un vrai très très bon supplément. Pourquoi est-ce que j'ai mis les deux bouquins ensemble, Horror Arkham et Arkham? Bah, tout simplement parce que je trouve que la gamme Horror Arkham manque un peu de contenu de fond. Et en fait, ce bouquin d'Arkham de Call of Cthulhu, il peut parfaitement s'adapter à ce qu'on a envie de faire dans Horror Arkham. Évidemment, on va enlever toute la partie simulationniste, météo, coûts de transport, etc. Parce que les coûts n'ont rien à voir, le coût de la vie n'a rien à voir dans Horror Arkham, hein, c'est très très pulp. On n'est pas là pour se prendre la tête avec ça. Mais on peut utiliser beaucoup beaucoup de choses de ce bouquin pour Horror Arkham. Et ça ferait un très très bon supplément à Horror Arkham. Donc je pense que Arkham est un supplément à avoir, pas uniquement pour Call of Cthulhu, mais pour n'importe quel jeu où on va jouer à Arkham, en fait, tout simplement, hein, même si on a envie de jouer à des scénarios d'enquête noire, pas forcément qu'il y ait du mystère de Cthulhu derrière, parce qu'on a une vraie petite ville américaine, un peu pittoresque, qui est dans les standards, en fait, des villes américaines de l'époque, et avec beaucoup de fonds, et ça fait toujours plaisir à jouer. Donc, c'est un supplément qui, pour moi, est extrêmement bon là-dessus. Après, je suis un petit peu déçu par alors les aides de jeu fournies, les plans, c'est très, très cool. Mais en effet, ces publicités qui sont pas traduites, cette page de journal qui n'est pas traduite, bah, du coup, alors oui, on peut la poser à table, ça met de l'ambiance, mais ça sert pas à grand chose, quoi. J'aurais préféré avoir un trombinoscope, hein, on a 80 PNJ, j'aurais bien aimé avoir la gueule des 80 PNJ juste sur des feuilles A4 comme ça, puis on les découpe nous-mêmes, on fait des photocopies, peu importe. Ça coûte pas grand-chose, mais ça aurait été beaucoup plus utile, je trouve, pour faire vivre l'univers que ça. Ou alors mettre à la place de ces grandes doubles pages de publicité non traduites, mettre bah, les plans des quartiers, par exemple, ça aurait pu être sympa aussi. Mais quoi qu'il en soit, le boulot qui a été fait, il est assez colossal. Les illustrations sont absolument folles, elles mettent dans l'ambiance, même si je trouve qu'il y a deux trois détails sur quelques illustrations qui posent question. Mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment très cool. C'est un supplément qui est vraiment très chouette. Alors évidemment, on n'adaptera rien d'Horror Arkham dans l'univers de Call of Cthulhu. La passerelle ne marche pas dans ce sens-là. Je veux dire, le côté pulp d'Horror Arkham ne fonctionnerait pas dans ce qui est Call of Cthulhu, qui se veut quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux, même si au bout d'un moment, bah, des fois, il va y avoir des grosses entités, des machins, et que dans les campagnes de Call of Cthulhu, il y a un côté pulp, mais c'est jamais aussi pulp qu'Horror Arkham, où, quoi qu'il arrive, il y aura de la grosse bagarre à la fin. Par contre, on peut adapter l'inverse, et c'est pour ça que je voulais mettre ces deux bouquins en parallèle, ils sortent quasiment en même temps. Arkham pour Call of Cthulhu sort là ces jours-ci, Horror Arkham sort au mois de mars, donc voilà, c'est 2 bouquins qui pour moi, montrent bien la différence d'approche qu'on a. On a quelque chose de très léger, très simple à prendre en main, avec des scénarios qui vont directement à l'essentiel, et de l'autre côté, on a un truc extrêmement poussé, extrêmement construit, qui va nous permettre d'amener énormément de choses à la table en termes de crédibilité d'univers. Et ça, c'est extrêmement important, et puis ça fait plaisir d'avoir un truc un peu ambitieux pour Call of Cthulhu. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas, et ça me fait toujours plaisir quand le roi se réinstalle sur son trône. J'ai hâte de voir ce que vont donner les masques de Nyarlathotep V2. On verra dans quelques temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant que je parte de ma voix, je vais vous saluer. Et puis je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.